Au début du XXe siècle et jusqu'à l'indépendance de la Côte d'Ivoire, on a mis un système d'abandon d'enfants métis, nés des amours souvent contraints d'une indigène, comme le disait à l'époque, et d'un colon français, qui la plupart du temps n'avait nulle intention de l'épouser, quand il n'avait pas une autre famille officielle en métropole. Ce système, aussi sinistre qu'efficace, a rendu l'abandon de ses enfants normal. Le père n'avait pas à s'en soucier. L'enfant était arraché à sa mère et était placé dans un orphelinat, où il obtenait le statut de pupille de la nation et était éduqué et soigné aux frais de la France. Replaçons tout cela dans son contexte de l'époque. Frappé par la grande dépression économique des années 1870, les puissances européennes recherchent de nouvelles débouchés et de nouvelles ressources. Alors comme la Grande-Bretagne, la Belgique ou encore le Portugal convoitent les richesses du continent africain en pleine révolution industrielle, la France veut aussi asseoir sa domination économique, politique et culturelle en concurrence des autres puissances européennes. Déjà présente au Sénégal, elle se lance véritablement dans l'aventure coloniale dès 1854. De conquête en conquête, la France réussit à faire de la Côte d'Ivoire sa colonie le 10 mars 1873. La France instaure un système inégalitaire où les peuples africains sont exploités et discriminés. Si l'esclavage est aboli définitivement depuis 1848, la France la remplace par les travaux forcés. Cela va durer en Côte d'Ivoire jusqu'en 1946, date à laquelle Félix Houphouët-Boigny fera voter une loi lui mettant fin. Enfin, pendant près d'un demi-siècle, l'exploitation des richesses du pays se font par les forêts, le café, les plantations de coton et de cacao. Pour faciliter ce commerce de la colonie vers la France, les colons construisent des routes et des infrastructures. Au-delà de la mission civilisatrice mise en avant, la colonisation matérialise une domination économique, politique, culturelle et même sexuelle, avec de nombreux actes coercitifs sur les femmes des colonies. Grâce au livre L'amour aux colonies du docteur Jacobus, haut fonctionnaire colonial, les colons qui arrivent en Côte d'Ivoire sont déjà bridés. Dans ce livre, il est dit que ce qu'ils font n'est à rien perturbant pour leur statut social, s'ils ont une fiancée ou une épouse en France. Ils ne trompent pas leur épouse en ayant une jeune indigène comme concubine. C'est une typologie raciale en fonction des populations, décrivant l'odeur, la couleur, la corpularité et les pratiques sexuelles de chaque population. Ce livre explique aussi comment s'y prendre. Le docteur Jacobus conseille même de coucher avec les femmes indigènes pour éviter aux colons d'attraper des maladies vénériennes. Ce livre n'est rien d'autre qu'un guide pour les jeunes colons. Avant d'arriver, ils savent déjà que là-bas, ils vont pouvoir libérer leur sexualité sans aucun risque. De ces actes sont nés de nombreux enfants métis, que l'administration coloniale s'est évertuée à séparer du reste de la société, les enlevant à leur mère, les obligeant à couper les ponts avec leur père et les contraignant à vivre dans des foyers comme celui de Bergerville, dans l'ancienne résidence des gouverneurs de la colonie française. Qualifiés de bâtards de la République, ces enfants sont devenus grands et ont décidé de témoigner pour qu'enfin justice soit faite et qu'on leur sache la vérité. Car pour beaucoup, c'est un traumatisme qui les hante encore. Comme Philippe, fils d'un planteur blanc. Son père a pris sa mère à l'âge de 16 ans. Ils ont vécu 10 ans ensemble et en 1946, quand elle est tombée enceinte, il décide de la foutre dehors. Jeanne, fille d'un des plus grands propriétaires agricoles du pays et d'une domestique, a été reconnue par la famille de son père. Mais pas par l'administration, car à sa sortie de l'orphelinat, sa famille française avait quitté le pays. Il y a aussi le témoignage de André, dont le père était ingénieur agronome. Il a eu 2 enfants avec sa mère et il les a reconnus avant de les abandonner. Mais a-t-il agi de son plein gré ou a-t-il été forcé de le faire sous la pression de l'État colonial français? Quant à Marie-Thérèse, sa mère a été offerte comme un cadeau de bienvenue à son père. Leur histoire a duré que 48 heures. Sa mère était une pauvre villageoise analphabète qui vendait des légumes. Elle a dû quitter le village car elle a subi beaucoup d'humiliations après avoir donné naissance à sa fille. Victime collatérale de l'expansion française en Afrique, ces métis ont un statut juridique flou. S'ils sont considérés comme des pupilles de la nation par la France, c'est parce qu'ils ont dû se déclarer orphelins, alors que dans la réalité, ils ne l'étaient pas. Ils restent toujours aux yeux de l'État sans parents clairement identifiés par le droit faute de documents officiels.
Ils ne peuvent donc ni revendiquer la nationalité française, ni un quelconque héritage, du fait du blocage politique et juridique. Cela dit, les mentalités semblent évoluer progressivement. C'est ainsi qu'en 2019, après s'être officiellement excusée auprès des métis nés des anciennes colonies, la Belgique a promis de les soutenir dans leur quête identitaire. On attend de voir la réaction de la France sur cette question. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à la prochaine.